Au cœur de l'Ouest américain s'étend un territoire immense, le Montana, quatrième plus grand État de l'Union, une étendue plus vaste que bien des nations que l'on reconnaît sur une carte du monde. Et pourtant, à peine 1 million d'âmes y résident. On l'appelle le pays du grand ciel, non que la voûte céleste y soit différente, mais parce que le paysage lui-même semble s'effacer, reculer doucement, jusqu'à ce que la distance devienne une sensation palpable, une présence physique. Ici, la nature ne se hâte pas. Elle ne fournit aucune explication. La véritable question n'est pas de savoir ce qu'est ce lieu, mais pour combien de temps encore il pourra demeurer ainsi. Là-haut, dans le nord de l'État, un titan de glace agonise, blotti au creux d'une haute vallée. C'est le glacier Grinnell. Il occupe aujourd'hui bien moins d'espace qu'autrefois, laissant derrière lui la roche nue, là où de vieilles photographies montrent un blanc immaculé et continu. Chaque année, sa lisière se retire un peu plus, exposant un sol nouveau et altérant la forme même du bassin qu'il a sculpté. Ce qui demeure est consigné dans le silence des chiffres, des comparaisons, des visites répétées au fil du temps. Le changement est assez graduel pour passer inaperçu en une seule saison, mais il devient d'une clarté brutale lorsque l'on observe sur plusieurs décennies. L'histoire du glacier Grinnell n'est pas celle de sa formation, mais celle de sa disparition. Depuis des générations, on observe son rétrécissement, sa surface s'abaisse, son emprise se raccourcit, à mesure que la fonte saisonnière l'emporte sur la régénération hivernale. Ce qu'il en reste persiste grâce à des conditions précises d'ombre, d'altitude et de chute de neige, des conditions de plus en plus difficiles à maintenir. Le rythme de la perte varie d'une année à l'autre, mais la direction, elle, est inexorable. Alors que la glace recule, son eau de fonte continue de s'écouler le long des pentes, nourrissant les ruisseaux et la végétation qui dépendent de sa présence. Autour, la vie sauvage poursuit son cours. Des ours grizzly traversent la région, suivant des itinéraires ancestraux qui prédatent les sentiers balisés et les points d'observation humains. Leurs empreintes apparaissent sur les névés et dans la terre meuble près de l'eau. Parfois, une femelle et ses oursons traversent une pente à découvert avant de disparaître dans le couvert végétal. Ces mouvements sont brefs, imprévisibles, et se produisent indépendamment de toute attention. Même en diminuant, le glacier Grinnell reste au cœur d'un environnement fonctionnel. Son état est documenté, ses changements sont suivis, et sa présence influence encore le cycle de l'eau et l'habitat de cette parcelle du Montana. Plus bas, dans la vallée, le lac McDonald retient son souffle aux premières heures du jour. La lumière atteint le fond de la vallée avant que le vent ne se lève. Le reflet du monde s'y tient, parfait, jusqu'à ce que la première brise vienne le briser. Des pierres plates, polies par les millénaires, tapissent ces rives en bandes denses. Leurs couleurs forment une symphonie minérale, allant du gris pâle au rouge profond, zébré de vert et de bleu, une palette révélée par la lumière qui filtre à travers l'eau cristalline. Le glacier raconte le temps qui passe, le lac, l'instant qui demeure, et entre les deux, l'homme, simple témoin d'une beauté dont il mesure désormais toute la fragilité. Ici, le temps ne se mesure pas en heures, mais en ères géologiques. Chaque pierre polie est un artefact, un fragment d'histoire sculpté par la patience implacable des glaciers. Leur passage a broyé les montagnes, et leurs eaux de fonte ont rempli cette longue vallée, donnant naissance au lac McDonald, le plus vaste miroir d'eau du parc national de glaciers. Pendant des siècles, le mouvement incessant des vagues, un doux mais tenace artisan, a poursuivi l'œuvre, roulant les galets les uns contre les autres, les lissant, les triant méticuleusement par taille sur des kilomètres de rivage. Sous la surface, lorsque l'eau submerge ces pierres, un spectacle silencieux se déploie. La réfraction de la lumière intensifie leur palette chromatique, révélant des teintes de pourpre profond, de vert émeraude, d'ocre et de bleu ardoise. Par temps calme, la clarté cristalline du lac est telle que le lit coloré reste visible à plusieurs mètres de la rive. Un jardin minéral suspendu dans le vide liquide. Pour les communautés autochtones de la région, ces pierres ne sont pas inertes. Elles sont les dépositaires d'une mémoire, des porteurs de récits culturels ancestraux. Cette conviction profonde continue d'influencer la manière dont le littoral est perçu et protégé, non comme une simple ressource, mais comme un sanctuaire. L'eau du lac reste glaciale toute l'année,
une morsure vivifiante alimentée en permanence par la fonte des neiges et le ruissellement des sommets. Les vents, capricieux, dictent l'humeur de sa surface. Des périodes de calme absolu transforment le lac en une toile parfaite, reflétant les cimes et le ciel avec une précision vertigineuse. Puis, une brise se lève, et des milliers d'ondulations viennent troubler le miroir, redistribuant la lumière en éclats mouvants et remuant les sédiments fins le long du rivage. Sur les pentes environnantes, une forêt mixte s'élève, sa densité variant avec l'altitude, laissant une grande partie du littoral à l'état sauvage, inaccessible et préservé de l'empreinte humaine. Pourtant, l'homme a trouvé sa place. Près de la rive orientale se dresse une sentinelle de bois et de pierre, le McDonald Lodge. Érigé au début du XXe siècle, sa structure massive est un hommage aux matériaux locaux. Les rondins de bois, la pierre brute et les charpentes assemblées à la main témoignent d'une philosophie architecturale adoptée par le service des parcs nationaux. Un style rustique qui ne cherche pas à dominer le paysage, mais à s'y fondre, à en faire partie intégrante. Encore aujourd'hui, le bâtiment est un cœur battant, un refuge et un lieu de rassemblement. Le jour, un balai de pas feutrés anime ses couloirs. Mais à mesure que le soleil décline et que la température chute, le silence reprend ses droits, laissant la structure dialoguer seule avec la forêt et le lac. C'est une interface fragile, un point de contact stable entre les processus naturels millénaires et la présence humaine, saisonnière et éphémère. Pour véritablement comprendre ce paysage, il faut s'élever. Il faut emprunter la route Going to the Sun, une artère d'asphalte qui défie la gravité jusqu'au col de Logan. Ce n'est pas une ligne droite forcée à travers la nature, mais un ruban qui épouse la montagne, qui en suit des courbes et des contours avec respect. Sa surface serpente le long de parois rocheuses exposées, avec des sections taillées directement dans le roc et d'autres soutenues par d'imposants murs de maçonnerie. Le chantier s'ouvre durant les années 1930, en pleine tourmente économique. Les fonds et les machines sont rares. L'essentiel du travail est donc accompli à la main. Le son du marteau contre le burin, la poussière des explosions contrôlées, des hommes suspendus au-dessus du vide pour forer la falaise. Chaque mètre gagné est une victoire sur l'adversité. L'avancée dépend de la météo, de la lumière du jour et de la stabilité précaire des pentes. La neige, souveraine pendant la majeure partie de l'année, restreint les travaux à de courtes fenêtres estivales. Chaque saison est une course contre la montre avant le retour de l'hiver. Étroite selon les standards contemporains, avec des accotements quasi inexistants, la route impose son propre rythme. Ses perspectives sont dictées par le terrain, non par les calculs des ingénieurs. À mesure que les véhicules grimpent, l'environnement se métamorphose. La température baisse, l'air se raréfie. La couverture forestière s'éclaircit, les arbres se font plus rares, jusqu'à ce que la roche nue devienne le décor principal, un monde minéral et austère. Cette route est plus qu'un simple ouvrage d'ingénierie. Elle est le témoignage d'une volonté humaine confrontée à la puissance écrasante de la nature. Elle ne représente pas une conquête, mais un passage, une humble concession accordée par la montagne. Une cicatrice discrète sur le visage d'un géant endormi. Au flanc de la montagne, les dernières neiges capitulent. Des filets d'eau glacée, nés de la fonte, traversent la chaussée en sillons éphémères. Dans leur sillage, ils déposent des cicatrices blanchâtres, une empreinte minérale sur les bords de l'asphalte, témoignant du cycle incessant de l'hiver au printemps. C'est dans ce décor de transition que des silhouettes puissantes se matérialisent. Des mouflons d'Amérique, souverains de ces dieux, descendent sur la route elle-même. Leur présence n'est pas un hasard, mais une quête. Ils viennent lécher les résidus de sel, vestiges de la lutte hivernale menée par les services d'entretien pour garder la voie praticable. C'est un festin inattendu, un don chimique de l'homme à la nature. Le flux mécanique des véhicules se brise. Le trafic ralentit, se fige presque, dans un respect tacite. Les animaux se déplacent sans urgence, maîtres du territoire. Ils arpentent le bitume, s'arrêtent, contemplent, avant de regagner les hauteurs escarpées d'un pas sûr. Cette rencontre ne nécessite aucune signalisation, aucune barrière. C'est un rituel non écrit, une négociation silencieuse où l'automobiliste, simple visiteur,
adapte son comportement à la proximité de la faune et à la topographie imposante. La route, tel un serpent d'asphalte, poursuit son ascension. Elle atteint son apogée sur une large selle montagneuse, un col baptisé Logan Pass. Ce lieu n'est pas seulement un sommet géographique, c'est une frontière invisible et fondamentale. C'est ici que se dessine la ligne de partage des eaux du continent. Chaque goutte de pluie, chaque flocon tombant de part et d'autre de cette crête invisible voit son destin scellé, s'écoulant inexorablement vers des bassins océaniques opposés. La neige y persiste, forteresse de glace défiant l'été, formant des névés compacts qui s'accrochent aux pentes bien après avoir disparu des altitudes inférieures. Et là, défiant le vertige, d'autres habitants apparaissent. Les chèvres de montagne, silhouettes d'ivoire se découpant sur la roche sombre et les dernières plaques de neige. Leur robe claire est un phare dans ce paysage minéral. Elles évoluent sur des parois quasi verticales, avec une aisance déconcertante, un prodige de l'évolution, rendu possible par des sabots spécialisés, de véritables étaux vivants qui leur offrent une adhérence parfaite sur le moindre rebord. Face à leur liberté verticale, le mouvement humain est contraint, canalisé sur des sentiers balisés et des passerelles de bois. Ces structures sont une concession faite à notre propre fragilité, conçue pour limiter l'érosion et maintenir une distance respectueuse entre l'observateur et le sauvage. Puis la route redescend, abandonnant les sommets pour s'enfoncer dans une vallée où le temps semble s'être arrêté. À un carrefour de gravier et de terre battue se dresse une façade en bois. Une boutique solitaire dont l'extérieur témoigne d'une histoire de réparation successive plutôt que de rénovation planifiée. Les planches sont remplacées au besoin, une à une, et la peinture, usée jusqu'à la trame par les assauts du climat, raconte des décennies de vent et de gel. Nous sommes à Polbridge. Ce hameau n'est pas organisé autour des principes de croissance ou d'efficacité. Il est défini par la distance et l'isolement. La population, infime, demeure constante au fil des saisons. Ici, les routines quotidiennes ne sont pas dictées par l'horloge, mais par la logistique des ravitaillements, les caprices de la météo et l'état des pistes environnantes. La communication dépend de signaux satellites capricieux ou d'un voyage physique. Les livraisons arrivent lorsque les conditions le permettent, et pas un instant avant. Les visiteurs affluent principalement durant les mois les plus cléments, souvent attirés non pas par la présence d'attractions, mais précisément par l'absence d'infrastructures. L'absence d'électricité sur le réseau n'est pas un choix idéologique ou un style de vie revendiqué. C'est simplement la condition fondamentale sous laquelle cette communauté fonctionne, une donnée brute de l'existence. Presque toute l'activité converge vers une unique structure polyvalente. Le mercantile fait office de magasin, de point de ravitaillement et de lieu où l'on prépare de la nourriture sur place. La boulangerie suit un processus prévisible, un savoir-faire adapté à une énergie limitée et à un équipement rudimentaire. Dehors, les gens se rassemblent brièvement, souvent debout, une pâtisserie à la main, avant de poursuivre leur chemin. Les conversations sont minimales, les mots sont rares, pesés, comme si le silence environnant leur conférait une valeur particulière. Les arrivées et les départs n'obéissent à aucun schéma. Entre ces moments fugaces d'interaction humaine, le lieu retourne à son état naturel, l'immobilité. Le silence reprend ses droits. Un silence dense, habité non par le vide, mais par le poids de la nature environnante. Dans cette immensité, l'humanité n'est pas une force conquérante, mais une présence éphémère, tolérée par un monde qui impose son propre rythme, celui immuable des saisons et de la terre. L'existence à Polbridge se poursuit selon des contraintes fixes, un rythme immuable défini par l'isolement, les limites de l'approvisionnement et les impératifs pratiques d'une vie hors réseau. C'est une cadence dictée non par le choix, mais par la géographie elle-même. Une cadence que l'on retrouve, sous une forme plus brute et primordiale, dans le grondement des chutes de Koutani. Ici, les eaux se resserrent, canalisées de force entre des parois rocheuses qui étranglent leur course. Le courant, ainsi piégé, gagne une vitesse féroce avant de se briser en une séquence de courtes cascades. Chaque vague vient frapper les surfaces inégales de la pierre, se dispersant en une brume dense qui retombe aussitôt, lustrant une roche déjà assombrie par l'humidité perpétuelle. Le son est une présence physique, continu, puissant. Il est d'une constance telle qu'il assourdit le monde, effaçant toute autre activité aux alentours.
Traverser cette section de la rivière est un acte de soumission. Le mouvement est rapide, directionnel, ne laissant aucune place à la pause, aucune trêve à la contemplation. Ce passage est identifié sur les cartes comme les chutes de Koutani, un nom qui apparaît fréquemment dans les génériques de films et les archives régionales. Sa forme, sculptée par des millénaires, n'exige aucune altération pour l'usage visuel. Lorsque ce lieu fut choisi pour le tournage de The Revenant, les équipes de cinéma se sont pliées à ces exigences. Le placement des caméras suivait la topographie existante. Les scènes furent construites autour du volume de l'eau, de la roche exposée et de la lumière naturelle, plutôt que d'éléments fabriqués. L'homme n'a pas imposé sa vision, il a capturé celle de la rivière. Une fois le tournage terminé, le courant a poursuivi sa course au même rythme effréné, ne laissant aucune trace visible de cette présence humaine temporaire. Bien avant l'arrivée des caméras, ce territoire était un lieu de rite solitaire pour les communautés autochtones. Des individus demeuraient près de l'eau pour des périodes prolongées, dans une communion brute avec les éléments, exposés aux intempéries, aux sons assourdissants et à un isolement total. Les conditions mêmes du site déterminaient la durée et l'endurance de l'épreuve spirituelle. L'accès exigeait un effort délibéré et le flux constant agissait comme un mantra liquide, réduisant toute distraction extérieure au silence. Ces pratiques dépendaient du décor tel qu'il existait, sans modification ni enceinte. Aujourd'hui, l'approche reste limitée par le terrain plutôt que par des barrières. Des sentiers guident le mouvement assez près pour l'observation, mais pas assez pour l'interaction. La plupart des visiteurs s'arrêtent brièvement, regardent l'eau passer avec une fascination passagère, puis poursuivent leur chemin. Ils sont les témoins éphémères d'une force qui les précède et leur survivra. Plus loin, le paysage change d'échelle et de nature. Le lac Flathead déploie une immensité qui excède la perception immédiate. Sa profondeur et sa largeur limitent les points de repère clairs, surtout au-delà du rivage proche. Un horizon liquide se confond avec le ciel. Les objets qui pénètrent dans l'eau disparaissent rapidement, et tout mouvement sous la surface est presque impossible à suivre. Ces conditions, cette opacité fondamentale, ont nourri des récits anciens. Des formes immenses, observées sous la surface, décrites de manière incohérente mais répétées au fil du temps. Les récits persistent, non par la force des preuves, mais par la capacité même du lac à refuser toute clarté. Le mystère n'est pas une anomalie, il est une propriété physique de l'eau. Le lac ne livre pas de réponse, il offre un espace à l'imagination. L'activité humaine, face à cette étendue insondable, se concentre le long de ses bords, plutôt qu'à travers sa totalité. Une de ces concentrations se produit près de Big Fork, où les points d'accès, les quais et le trafic des bateaux se resserrent en une zone définie. C'est un semblant d'ordre face au vide. La pêche, elle aussi, suit les dictates du lac. Elle épouse les changements de profondeur près du rivage, là où les eaux plus froides retiennent les poissons à une portée accessible durant certaines saisons. C'est un dialogue saisonnier, une négociation précaire entre l'homme et l'abîme. Du fracas incessant des chutes au silence profond du lac, la nature impose ses propres termes. L'homme observe, interprète, filme, prie, puis s'efface. Mais l'eau, elle, continue de sculpter la pierre et de garder ses secrets, indifférente à nos mythes et à notre mémoire. Ici, la quête cède le pas à l'observation. L'immensité du lac décourage toute tentative de le cerner, de le définir entièrement. Il se dérobe à la mesure humaine, invitant au silence plutôt qu'à la conquête. Au-dessus de cette étendue d'eau, la vie sauvage se manifeste, visible, indéniable. Sur les rives, les grands arbres et les promontoires rocheux servent de postes d'observation immuables aux pigargues à tête blanche. Ils y demeurent, silhouettes figées scrutant l'abîme. Leur activité est une étude de l'économie d'effort, directe, brève, presque chirurgicale. Elle se limite à ces instants fugaces où un poisson trahit sa présence, montant juste assez près de la surface pour justifier la dépense d'énergie. Chaque descente est un éclair, une rupture violente dans la quiétude ambiante, ne durant que quelques secondes. Aucun rythme, aucun schéma ne gouverne ces attaques. Ce sont des décisions pures, dictées par l'opportunité. Aussitôt l'acte accompli, les oiseaux regagnent leurs perchoirs immobiles. L'eau referme sa cicatrice et le paysage reprend son état de tranquillité souveraine. Le lac continue de supporter des strates d'usage qui se superposent sans jamais s'altérer.
Les récits des anciens, les gestes pratiques des pêcheurs et l'instinct des prédateurs coexistent dans le même espace, chacun respectant les lois non écrites du lieu. Plus loin, une autre histoire se déroule, celle de la terre elle-même. Dans la réserve de bisons des tribus confédérées Salish et Kootenai, des vagues d'herbes hautes ondulent sur un sol sans frontières visibles. La surface est inégale, façonnée non par la machine, mais par le souffle et le pas des troupeaux. Des sentiers éphémères se dessinent là où le poids répété des bêtes a couché la végétation, pour ensuite disparaître lorsque la croissance reprend ses droits. Nulle clôture ne vient fragmenter l'horizon intérieur. Seuls des contrôles périmétriques limitent l'accès et le mouvement, protégeant l'intégrité de ce sanctuaire. Le territoire fonctionne comme une seule unité continue, gérée par l'usage saisonnier plutôt que par l'altération permanente. Pendant plus d'un siècle, le contrôle de ce territoire a reposé entre les mains du gouvernement fédéral, une parenthèse administrative qui l'a séparé des communautés qui l'avaient occupé et utilisé bien avant toute désignation officielle. En l'an 2020, l'autorité de gestion a été formellement restituée aux tribus. Le changement n'a laissé aucune trace visible, aucune nouvelle infrastructure, aucun marqueur n'est apparu. Ce qui a changé, c'est l'âme du lieu, la nature de l'autorité. La souveraineté sur l'accès, la gestion de la faune et l'avenir à long terme est revenu à ceux dont la relation avec cette terre est antérieure à toutes les frontières administratives. Les bisons se déplacent à travers la réserve en groupes lâches, suivant la disponibilité des pâturages plutôt que des itinéraires fixes. Leur présence sculpte le sol par une pression répétée, par leurs bains de poussière et leur migration saisonnière. Puis vient le temps du rut. Les mâles adultes se séparent des groupes mixtes et s'engagent dans des joutes de force brute. Ces rencontres sont faites de charges brèves, de têtes basses et d'une poussée implacable, une confrontation où la masse et la puissance l'emportent sur la vitesse. La poussière s'élève en un nuage éphémère, puis retombe. Les animaux se désengagent sans intervention extérieure et le mouvement reprend à travers la plaine. Ces bisons ne sont pas gérés comme des animaux d'exposition. On leur permet d'exister selon leurs propres lois ancestrales, avec une interférence humaine minimale, réduite à la surveillance des populations et au contrôle des limites du territoire. La Terre peut supporter cette échelle de mouvement précisément parce qu'elle est restée intacte, non subdivisée. Ce qui se déploie sous nos yeux n'est pas la reconstitution d'un passé, mais un paysage vivant où l'autorité, la faune et l'espace s'alignent en un équilibre contemporain. Une terre qui, enfin, se gouverne à nouveau selon ses propres termes, dictés non par des décrets lointains, mais par le vent qui balaie les plaines et le pas lourd du bison. D'immenses étendues de forêt épousent le cours des rivières, qui serpentent au creux de vallées étroites. Ici, le sol, tourmenté, porte les cicatrices du ruissellement et de la fonte saisonnière des neiges. Le relief reste une œuvre en mouvement, une sculpture lente et implacable façonnée par l'eau. Plutôt que de niveler le terrain, l'homme a choisi de s'effacer. Les arbres abattus par le vent ou l'âge gisent là où ils sont tombés, se décomposant au fil des décennies pour nourrir la terre qui les a vus naître. Ils deviennent des obstacles, des ponts naturels, des chapitres dans l'histoire silencieuse de la forêt. Des sentiers apparaissent, empreintes éphémères sur le tapis de feuilles et d'humus, puis se dissolvent à nouveau dans le sous-bois dense. Ils ne sont que des suggestions, des souvenirs de passage. Pour se déplacer dans ce dédale végétal, la voie la plus sûre, la plus constante, reste celle tracée par l'eau. Les rivières sont les véritables artères de ce territoire, des corridors liquides qui guident le voyage à travers les bois touffus et les pentes escarpées. La forêt nationale de Lolo occupe l'un de ces corridors ancestraux. Les systèmes fluviaux qui la parcourent coïncident avec une précision troublante avec les itinéraires cartographiés au début du XIXe siècle, lors de l'expédition légendaire menée par Meriwether Lewis et William Clark. Leurs journaux de bord décrivent une progression mesurée, non en kilomètres, mais en méandres du fleuve, en changement de végétation, en limites imposées par la météo et la topographie. Ces conditions, 2 siècles plus tard, demeurent largement intactes. Le voyage ici est toujours dicté par la déclivité des pentes, le niveau des eaux et la densité de la forêt, bien plus que par la distance à vol d'oiseau.
La présence animale se devine plus souvent qu'elle ne se voit. Des empreintes fraîches dans la boue des berges, des carcasses dont les blessures racontent la chasse en meute. La vie sauvage laisse des signes, des indices discrets de son passage incessant. La nuit, lorsque l'obscurité dévore les distances, le son prend le relais. C'est le territoire des loups gris. Ils se déplacent en silence, suivant des routes invisibles qui relient les vallées aux lignes de crête. Leurs hurlements percent alors la quiétude nocturne. Ce ne sont pas des cris de défi, mais des communications, des signaux portés à travers les arbres par intervalles soutenus, un langage ancestral qui délimite le territoire et maintient la cohésion de la meute. Le son ne s'attarde pas, il est une affirmation, pas une conversation. Puis le silence revient, plus profond encore. L'activité humaine, elle, demeure limitée, transitoire. Des campements s'installent près des points d'eau, puis disparaissent sans laisser de traces. Il n'existe aucune structure permanente, aucune marque de passage ou de contrôle. La forêt continue de fonctionner comme un système connecté, un organisme vivant où les rivières, les arbres et la faune évoluent en interdépendance. Ce qui persiste, c'est un modèle de déplacement défini par les corridors naturels, où la liberté ne s'exprime pas par l'immensité d'un horizon ouvert, mais par l'absence de barrières artificielles. Pourtant, à Missoula, le rapport de force s'inverse. L'eau est contrainte, forcée dans un schéma rigide. Ici, le lit de la rivière a été délibérément remodelé par l'ingénierie humaine pour ralentir l'érosion et réguler le débit saisonnier. Alors que le courant est comprimé par ces aménagements, un phénomène inattendu se produit. Une vague stationnaire se forme, stable et puissante, aussi longtemps que le débit en amont se maintient. La vague ne déferle pas vers l'aval. Elle reste là, immobile, maintenue non par l'élan, mais par la pression constante d'un courant canalisé. Cette section de la rivière traverse la ville, et de cette infrastructure de contrôle des crues est née une pratique imprévue, le surf de rivière. L'accès se fait directement depuis la berge. Les planches pénètrent dans l'eau selon un angle faible, se calent sur la face de la vague et demeurent suspendues, luttant contre la force du courant. Les surfeurs ne progressent pas, ils flottent sur place, dans une danse immobile avec le fleuve. L'équilibre et l'ajustement permanent remplacent la quête de vitesse. L'activité fonctionne sans horaire, sans foule, sans surveillance formelle. Les sessions sont courtes, intenses et répétables, rythmées non par les marées ou les systèmes météorologiques lointains, mais par les lâchers d'eau du barrage en amont et la fonte des neiges printanières. L'équipement est minimal, la philosophie est simple. Deux mondes, deux libertés, nées du même fleuve. L'une, offerte par l'immensité d'un territoire qui refuse la main de l'homme. L'autre, inventée dans les plis d'un paysage que l'homme a voulu maîtriser. Dans les deux cas, c'est l'eau qui dicte ses lois, rappelant que toute liberté n'est en fin de compte qu'une négociation subtile avec les forces qui nous dépassent. Ici, les points d'accès et de sortie sont des frontières poreuses, partagées entre le promeneur, le pêcheur et le cycliste qui longe le chemin de halage. Mais au-delà de ces usages humains, le fleuve poursuit sa fonction première, immuable, indifférent à l'agitation de ses berges. Le surf, pratique nouvelle en ces lieux, s'inscrit entièrement dans ce flux. Il ne cherche pas à dompter le courant, mais à dialoguer avec lui, s'adaptant aux conditions dictées par la nature plutôt que de chercher à les remodeler. C'est une soumission humble à une force plus grande. Nous sommes dans la vallée du paradis. De longues étendues de pâturage épousent le cours sinueux de la rivière, délimitées non pas par des clôtures décoratives, mais par des barrières de travail, des portails fonctionnels qui régissent le mouvement du bétail. Les champs de foin occupent les terres les plus planes, là où le sol est le plus fertile. Les ranchs et leurs granges monumentales sont positionnés avec une sagesse ancestrale, orientées pour se protéger des vents dominants, garantir l'accès à l'eau et se tenir à distance respectueuse des crues saisonnières. Dans cette vallée, le temps s'écoule différemment. Le mouvement est lent, dicté par les impératifs agricoles et les horaires du bétail, non par les flux touristiques ou la tyrannie du trafic. C'est ce paysage de labeur, cette Amérique authentique et préservée, qui sert de toile de fond à la série télévisée Yellowstone. La ressemblance que les spectateurs perçoivent n'est pas une mise en scène, elle est structurelle. Les immenses parcelles des ranchs, les lignes de vue ininterrompues et cette proximité organique entre la rivière,
les prairies et les contreforts des montagnes préexistaient bien avant l'arrivée des caméras. Le tournage n'a nécessité que des altérations minimes, car la vallée opérait déjà à l'échelle monumentale que la fiction dépeint. L'activité des ranchs demeure l'usage dominant de la terre. Le bétail se déplace entre les zones de pâturage selon des plans de rotation précis. L'équipement agricole reste à l'air libre, positionné pour un usage répété, témoin silencieux d'un travail sans fin. Les routes, ici, servent davantage à l'accès aux propriétés qu'au transit, marquant de longues pauses entre les bâtiments. La vallée ne se présente pas comme un décor, elle est une scène vivante où le tournage s'insère dans les interstices d'un quotidien immuable plutôt que de le remplacer. L'attention du public a certes accru sa visibilité, mais elle n'a pas redéfini son âme. Les cycles agricoles se poursuivent, inchangés. Les schémas de propriété, héritage de plusieurs générations, restent intacts. Pourtant, à quelques encablures de cette harmonie pastorale, le Montana révèle un autre visage, une autre mémoire gravée dans la roche. Une cité minière dont l'identité fut forgée non pas par la conquête de l'Ouest, mais par l'extraction industrielle. Ici, les structures s'élèvent d'un sol inégal, leur échelle colossale dictée par les exigences de l'industrie plutôt que par les besoins d'une communauté. Des chevalements se dressent, sentinelles silencieuses au-dessus de puits scellés. Des bâtiments en briques, noircis par le temps, se regroupent près des anciens sites de traitement, leur agencement répondant à une logique de proximité avec la main-d'œuvre et les voies de transport. Les rues elles-mêmes suivent des tracés pragmatiques, dessinés dans l'urgence d'une expansion rapide, loin de toute planification à long terme. L'activité y était autrefois continue, un balai incessant de machines et d'hommes fonctionnant jour et nuit. Ce qui demeure aujourd'hui, ce sont des formes figées, des squelettes d'acier et de briques, construits pour soutenir une production acharnée. Cette ville, c'est Butte, façonnée par la demande mondiale de cuivre, une soif qui exigeait des infrastructures permanentes, une main-d'œuvre stable et un contrôle centralisé. Autour de l'extraction, toute une société s'est développée, logements ouvriers, syndicats puissants et institutions civiques. Et même après le ralentissement de la production, l'environnement bâti est resté, trop vaste pour être démantelé, trop spécifique pour être entièrement reconverti. Deux paysages, deux récits de l'empreinte humaine sur la Terre. L'un raconte l'adaptation patiente au cycle éternel, l'autre, la fulgurance d'une conquête dont les vestiges monumentaux interrogent le temps lui-même. La ville continue de battre, de vivre autour de ces vestiges, portant en elle l'empreinte indélébile d'une ambition à l'échelle industrielle. Cette échelle, qui concentra jadis les hommes et le labeur dans des lieux comme Butte, était la promesse d'une extraction sans fin, justifiant la permanence et forçant l'adaptation. Mais tous les sites nés de cette même impulsion initiale ne franchirent pas ce seuil fatidique. Pour certains, lorsque la production déclina, lorsque les veines de la terre se tarirent, il n'y eut rien pour absorber la perte, rien pour amortir la chute. Le parc d'État de Bannack incarne cette seconde destinée. La ville y naquit dans la fièvre et l'urgence pour soutenir l'activité minière voisine. Ces bâtiments furent érigés pour un usage immédiat, une réponse pragmatique à un besoin présent, plutôt que comme les fondations d'une croissance à long terme. Le commerce, les logements et les rudiments d'une administration se développèrent le long d'une unique artère principale, épine dorsale d'une existence précaire. Quand l'extraction ralentit, la population chuta avec la même soudaineté foudroyante. Les commerces baissèrent leurs rideaux de fer, un à un. Les services publics s'évanouirent. Aucune industrie secondaire ne vint jamais prendre le relais, remplacer le but originel qui avait tout justifié. Le terme de ville fantôme relève ici moins du folklore que de la pure fonctionnalité. Bannack fut laissé presque intact, car nulle pression ne poussa jamais à la reconstruction, à la modernisation ou à la simple démolition de ce qui subsistait. Les murs restèrent debout parce que l'abandon fut plus rapide que la décomposition. Les intérieurs, figés dans le temps, conservent encore leur agencement d'origine, scène muette d'une vie interrompue. Les rues conservent leur tracé originel, sillons vides attendant des pas qui ne viendront plus. L'activité a cessé, mais le système physique, le squelette de la ville, ne s'est pas effondré. Contrairement à Butte, qui s'est adapté pour survivre à une échelle réduite, Bannack s'est simplement arrêté. Elle demeure aujourd'hui comme une colonie complète, privée de son usage quotidien, préservée non par la restauration, mais par l'absence.
À l'opposé de ce destin foudroyé se dresse Lewistown. Une ville développée non comme une destination, mais comme un point de service. Sa mission s'est écrite au cœur des ranchs, des immenses champs de céréales et des routes de transport qui sillonnent le Montana central. Elle a fonctionné comme un point de coordination, un carrefour logistique, plutôt que comme un centre d'extraction ou de tourisme. Sa croissance fut régulière, mais limitée, façonnée par l'utilité et non par la spéculation effrénée. Cette stabilité se lit encore dans l'usage qui est fait des terres environnantes, et c'est l'une des raisons pour lesquelles, chaque année, les grands cerfs wapiti continuent de traverser la région. Durant le rut d'automne, les mâles descendent des hautes altitudes. Leur brame, appel puissant pour établir leur dominance, résonne alors dans le silence des plaines. Le son, rauque et profond, porte aisément à travers les champs ouverts, jusqu'aux lisières même de Lewistown, souvent entendu bien avant que le moindre animal ne soit aperçu. Les wapitis ne sont pas confinés à des zones désignées. Ils apparaissent près des granges de foin, le long des routes de campagne et sur les terres privées aux abords de la ville. Les habitants reconnaissent ce calendrier immuable. Ces appels signalent une brève superposition saisonnière entre les mouvements de la faune et les routines quotidiennes. En l'espace de quelques semaines, le brame cesse. Les troupeaux regagnent les hauteurs et la vie reprend son cours, sans qu'aucun ajustement n'ait été nécessaire. Aucune structure ne vient marquer leur passage, seule la familiarité de leur retour. Puis le silence d'une autre nature, celui de Quake Lake. Une nappe d'eau immobile remplit une étroite vallée de montagne, bordée de pentes abruptes et de rivages déchiquetés. De ce miroir sombre s'élèvent des troncs d'arbres, plantés selon des angles improbables. Leurs cimes, blanchies par le soleil et le vent, sont exposées à l'air libre, tandis que leurs bases demeurent à jamais submergées. C'est une forêt engloutie, un cimetière aquatique où chaque arbre est une sentinelle silencieuse, témoin d'un instant de rupture cataclysmique. Ils se dressent, non comme des symboles de vie, mais comme les vestiges d'un monde qui fut anéanti en un instant. 3 paysages, 3 récits du temps qui passe. L'un raconte l'effondrement lent d'un rêve industriel, un autre le rythme patient d'une coexistence durable, et le dernier, la mémoire figée d'une violence géologique. Chacun révèle à sa manière le dialogue constant, parfois brutal, parfois harmonieux, entre l'ambition humaine et la souveraineté de la nature. Chaque lieu est une archive à ciel ouvert, où le silence n'est pas une absence, mais le langage même de la mémoire. Ici, le niveau de l'eau est stable, mais le paysage environnant porte les cicatrices d'un bouleversement soudain, d'une violence inouïe. Il ne s'agit pas de l'érosion patiente des millénaires, ni du lent retrait d'un glacier. Ce lac n'est pas né d'un cycle saisonnier. Il est apparu en une seule nuit, dans un fracas apocalyptique. Son nom est une commémoration perpétuelle de cet instant, Quake Lake, le lac du tremblement de terre. Dans la nuit du 17 août 1959, une secousse sismique d'une rare puissance ébranla les fondations de cette région reculée du Montana. En l'espace de quelques secondes, un pan entier de la montagne, une masse colossale de 80 millions de tonnes, s'est arraché de la paroi. Roches, terres et arbres centenaires dévalèrent la pente à une vitesse prodigieuse, un monstre de débris anéantissant tout sur son passage pour venir s'écraser au fond de la vallée. Le cours de la rivière Madison, étouffé, fut instantanément obstrué. Presque aussitôt, les eaux commencèrent leur inexorable montée derrière ce barrage naturel et chaotique. Ce qui avait été une rivière vive et sinueuse se mua en un lac profond et silencieux. Une métamorphose fulgurante, achevée en quelques heures à peine. L'échelle du glissement de terrain a redessiné la géographie des lieux de façon permanente, ensevelissant routes, campements et des pans entiers de forêt sous des dizaines de mètres de matière. Le drame s'est joué dans l'obscurité la plus totale, où la visibilité était nulle et le temps de réaction inexistant. Les sismographes ont bien enregistré l'onde de choc, mais sur le terrain, la transformation était déjà accomplie, irréversible. Au fil des années qui suivirent, l'immense barrage de débris s'est stabilisé. Des ingénieurs ont évalué le risque d'une rupture catastrophique et ont aménagé un déversoir pour maîtriser le niveau et le débit des eaux. Le lac, lui, est resté. Sous sa surface, les arbres engloutis par la montée des eaux n'ont pas pourri. Préservés par les températures glaciales et le faible taux d'oxygène, leurs troncs nus et leurs branches spectrales se dressent encore,
forêt fantôme témoignant du paysage originel, figé pour l'éternité. Aujourd'hui, Quake Lake est une référence incontournable dans l'étude des risques naturels aux États-Unis. Il est la preuve tangible, visible, de la rapidité avec laquelle la Terre peut remodeler sa propre surface, défiant toute capacité de réaction humaine. Désormais, le lac mène une existence paisible. Il retient l'eau, abrite des poissons et ses reflets dansent sur les pentes qui l'ont vu naître. Sa véritable signification ne réside pas dans son présent tranquille, mais dans son origine violente, une histoire gravée dans la roche qui se lit sans interprétation. La vallée continue de vivre, façonnée par un événement qui n'a duré que quelques instants et n'a requis aucune intervention humaine pour sceller son destin. En aval de ce barrage naturel, la rivière Madison reprend ses droits. Ses eaux froides et constantes s'écoulent à travers une large vallée, leur niveau régulé non par des crues soudaines, mais par le contrôle en amont. Sur la majeure partie de l'année, la rivière demeure un ruban liquide et limpide, dévoilant des lits de gravier peu profonds et des méandres doux dont le courant est facile à déchiffrer depuis la rive. Les poissons se postent dans des zones précises, là où les veines d'eau plus lentes rencontrent le courant principal, retournant jour après jour aux mêmes abris. Ces conditions immuables ont fait de la Madison une légende pour les pêcheurs à la mouche. Ici, la méthode est d'une simplicité désarmante, en principe. Le pêcheur lance une imitation d'insecte, un leurre d'une légèreté extrême, à la surface de l'eau ou juste en dessous. Il laisse ensuite le courant faire son œuvre, emportant la mouche dans une dérive naturelle. Le but n'est pas la force, mais la synchronisation parfaite, le timing. Lorsque la mouche passe dans le couloir de chasse idéal, le poisson monte et la saisit. La ligne se tend, le poisson est guidé jusqu'à la berge, puis délicatement relâché dans son élément. Cette pratique privilégie la patience sur la frénésie, l'observation sur l'action. L'adepte passe bien plus de temps à scruter l'eau, à lire ses secrets, qu'à lancer sa ligne. C'est un dialogue silencieux avec la rivière, une quête d'harmonie. La vallée, à jamais marquée par la fureur d'un instant, enseigne une vérité paradoxale, incarnée par le pêcheur immobile au bord de l'eau. Le pouvoir de la nature se manifeste sous deux formes, la transformation instantanée et brutale, et le rythme lent et patient des saisons. L'un est une force qui redéfinit le monde en un clin d'œil, l'autre est une sagesse qui ne se révèle que dans le silence et l'attente. L'eau s'écoule, régulière, dans un large chenal, transportant les sédiments et les variations de température depuis les hautes altitudes vers l'aval. Son débit, façonné par la fonte des neiges et des lâchers contrôlés, demeure constant au fil des saisons, insensible aux caprices des pluies soudaines. Le long de ces berges, la végétation dessine des bandes étroites, créant des bordures peu profondes et des courants plus vifs qui abritent toute une vie aquatique. C'est la rivière Yellowstone. Non pas un simple décor, mais un système continu, une artère vivante dont le cours immuable définit le mouvement des poissons, de la faune et des hommes, sans jamais s'interrompre. L'équipement se fait discret, presque invisible. Le mouvement est un ballet de gestes mesurés, une économie de mouvement essentielle pour ne pas troubler le courant. C'est cette approche contenue qui a forgé la réputation de la rivière auprès des pêcheurs à la mouche. Ils recherchent ici non pas le spectacle, mais la maîtrise, la constance et une concentration silencieuse. Malgré sa renommée, la rivière demeure avant tout un écosystème géré, et seulement ensuite une destination de pêche. L'activité s'inscrit dans le flux sans jamais chercher à l'altérer, se fiant à la stabilité des conditions plutôt qu'à l'exploit. Plus haut, au-dessus du plancher de la vallée, la silhouette du pic solitaire, le Lone Peak, domine l'horizon. La neige, compactée par l'hiver, s'accroche longtemps dans les cirques ombragés, bien après le passage des dernières tempêtes. Elle dessine d'étroites bandes blanches le long des lignes de crête et des lisières forestières, cicatrices immaculées sur le flanc sombre de la montagne. Dans ces altitudes supérieures, près de Big Sky, des traces apparaissent parfois au lever du jour, imprimées sur la neige fraîche de la nuit. Elles progressent en ligne droite, efficaces, espacées avec une régularité mécanique, traversant les pentes sans la moindre hésitation. Les biologistes de la faune sauvage les identifient formellement. La taille, la profondeur, la longueur de la foulée ne laissent aucune place au doute. Ce sont les empreintes d'un puma. L'animal lui-même reste un fantôme, rarement observé,
Mais nul autre ne se déplace ainsi sur la neige, avec cette assurance silencieuse et cette puissance déterminée. Le paysage environnant demeure en grande partie inchangé. Les infrastructures de ski, les routes et les stations météorologiques coexistent, avec des sentiers de chasse prémodernes utilisés depuis des siècles. Un pacte tacite semble s'être établi. L'activité humaine se concentre durant les heures de clarté, rythmée par le balai mécanique des remontées et le crissement des skis. Mais à la tombée de la nuit, un autre monde s'éveille. La montagne redevient le corridor vital qu'elle a toujours été, un passage pour la faune se déplaçant entre les massifs. Ce partage du temps, cette chronologie alternée, réduit des frictions sans nécessité de frontières physiques. Plus au nord, en approchant de Bozeman, le développement devient plus visible. Des parcs de bureaux, des centres de recherche et des bâtiments industriels rénovés côtoient désormais les pâturages et les silos à grains. Beaucoup de ces nouveaux résidents travaillent dans les secteurs du logiciel, de l'ingénierie ou de la technologie à distance. Ils ont choisi ce lieu non pour sa densité urbaine, mais pour sa proximité avec les terres publiques, avec l'immensité sauvage. Cette mutation a provoqué une flambée de la demande de logement et altéré l'usage des terres. Pourtant, la vie quotidienne reste intimement liée à la météo, aux distances et aux limites saisonnières. La région continue de faire cohabiter ces deux systèmes sans qu'une séparation claire ne soit jamais possible. Alors que la rivière approche de la frontière nord du parc national de Yellowstone, l'usage des terres se transforme une fois de plus. Mais le courant, lui, ne change pas. Il a vu les troupeaux de bisons, les premiers chasseurs, l'arrivée du rail, et voit aujourd'hui des câbles des télésièges et la fibre optique. Il continue son chemin, indifférent aux ambitions et aux angoisses qui s'agitent sur ses rives. Un rappel silencieux que dans ce Grand Ouest, toujours en redéfinition, l'homme ne fait qu'inscrire son passage éphémère dans un récit dicté depuis des millénaires par la seule volonté de l'eau. La forêt cède la place à un terrain ouvert et entretenu aux abords des zones administratives de Mammoth Hot Springs. Ici, le sol est un paradoxe vivant. L'activité géothermique, un souffle chaud venu des profondeurs de la Terre, maintient des parcelles de terre à une température clémente tout au long de l'hiver. La couverture neigeuse y est plus mince, parfois totalement absente, laissant l'herbe accessible alors que tout le paysage environnant est figé sous la glace. C'est dans ce sanctuaire inattendu que les wapitis se rassemblent en grand nombre. Ils investissent les pelouses et les espaces ouverts, initialement conçus pour la visibilité et l'accès des humains. Les animaux se reposent, se nourrissent et se déplacent à travers ces lieux avec une assurance déconcertante. Leur comportement ne change pas, leur quiétude n'est nullement altérée par la proximité des bâtiments ou le passage lent des véhicules. Leur présence est une chorégraphie régulière et prévisible, particulièrement durant les mois les plus froids, lorsque les hautes altitudes deviennent un royaume inhospitalier. Plus loin, une autre voie se dessine, une cicatrice d'asphalte gravée dans le gigantisme du paysage, la route des dents de l'ours. Elle grimpe avec une détermination implacable, quittant les pentes boisées pour s'aventurer dans le terrain alpin à découvert, là où les arbres s'amenuisent jusqu'à disparaître, laissant la roche nue dominer le monde. Les lacets épousent les contours taillés à même le plateau, sans aucune barrière pour séparer la chaussée du vide dans de nombreuses sections. La route n'est plus un chemin à travers la montagne, elle est devenue la surface même de la montagne, une corniche suspendue entre ciel et terre. À cette altitude, la météo est une entité capricieuse et souveraine. Les névés peuvent persister jusqu'au cœur de l'été, et le vent, sans aucun obstacle pour le freiner, balaye la surface avec une force primitive. Les véhicules ralentissent, non pas à cause du trafic, mais parce que la visibilité et la pente l'exigent. La réputation de cette route est liée à sa démesure, non à ses ornements. Elle traverse l'un des plus hauts cols pavés des États-Unis, maintenant de longs tronçons au-dessus de 3000 mètres, soit 10 000 pieds. Le journaliste Charles Kuralt l'a un jour décrite comme la plus belle route du pays. Une affirmation fondée non pas sur un panorama unique, mais sur l'expérience brute de l'exposition et de la continuité, ce sentiment d'être un point minuscule traversant une immensité indomptable. Cette route ne mène pas vers le développement. Elle existe principalement pour traverser un territoire qui résiste à toute installation permanente.
Le long de ces marges rocheuses, une vie discrète s'organise. Les marmottes occupent les crevasses et les champs de rochers, réchauffés par le soleil direct. Elles restent près de leur abri, n'émergeant que brièvement pour se nourrir avant de se retirer dans leur forteresse souterraine. Lorsqu'elles sont dérangées, elles émettent des cris d'alarme stridents qui portent loin à travers les espaces ouverts, avertissant les autres individus à portée de voix. Ces signaux se répètent tout au long de la journée, marquant le mouvement bien avant que les animaux ne soient vus, un langage de survie dans un monde de silence et de pierre. Au-delà de la route, l'altitude continue de s'élever. La ligne d'horizon s'aiguise, les sentiers s'évanouissent. Le pic granite se distingue des sommets environnants, non seulement par sa hauteur, mais surtout par sa difficulté. Son accès exige une navigation complexe à travers la neige, les éboulis instables et les phases exposées. Les fenêtres météorologiques sont fugaces et la retraite est souvent plus lente que l'ascension. C'est un monde vertical, un défi lancé non pas à la machine, mais à l'endurance et au jugement de l'homme. Loin de ces hauteurs, dans la vallée, le monde des hommes reprend ses droits. La ville de Billings s'étale sur une large section du bassin de la rivière Yellowstone. Des veines de chemin de fer, des raffineries et des entrepôts marquent son rôle de plaque tournante industrielle et de transport. Billings s'est développé là où l'accès importait plus que le paysage, servant l'élevage, l'énergie et le commerce régional plutôt que le tourisme. Surplombé par les falaises des Rimrock, son histoire est gravée non seulement dans la pierre, mais aussi dans la mémoire des plaines environnantes, où résonne encore l'écho de Little Big Horn. De la quiétude anachronique des wapitis à l'ambition verticale du pic granite, de la cicatrice d'asphalte défiant le vide à la grille fonctionnelle de la cité industrielle, le paysage révèle les multiples facettes de l'existence. Il est à la fois un refuge, un obstacle et une ressource. Chaque sentier, chaque route, chaque silhouette à l'horizon ne raconte pas seulement l'histoire d'un lieu, mais interroge notre propre place au sein d'un monde qui, inlassablement, nous dépasse. Vu de loin, le paysage se révèle dans sa fonction première, un espace ouvert, taillé pour le mouvement. Un territoire conçu pour le flux ininterrompu des biens et des hommes s'étirant sur de vastes distances. Sur le pourtour de la ville, une ligne continue de falaises de grès dresse une barrière naturelle, une frontière immuable entre le monde bâti par l'homme et l'immensité des plaines qui s'étendent au-delà. Connues sous le nom de Rimrocks, ces formations géologiques surplombent les quartiers et les autoroutes sans variation spectaculaire. Elles ne cherchent pas à impressionner par leur singularité, mais par leur constance. Leur véritable échelle ne se révèle qu'avec le recul, lorsque le détail s'efface au profit de la masse. Ces murailles de pierre courent sur des kilomètres, dessinant un horizon fixe qui a vu la ville naître et grandir à ses pieds, sans jamais céder un pouce de son territoire. Historiquement, à travers toute la région, des formations similaires servaient un dessin plus brutal. Les peuples des plaines les utilisaient comme précipices à bisons, une stratégie de chasse ingénieuse, reposant non sur des barrières physiques, mais sur une connaissance intime du comportement des troupeaux et de la topographie. L'élévation devenait une arme. À Billings, cette mémoire ancienne n'est pas commémorée par un site unique, elle est dissoute, absorbée par la grandeur du paysage, un écho silencieux dans la pierre. En s'éloignant de la ville vers l'est, l'emprise humaine s'amenuise. Le développement s'efface et le paysage s'ouvre sur des prairies ondulantes. Ce changement de décor mène vers un lieu où la terre elle-même est devenue une archive à ciel ouvert, le champ de bataille de Little Big Horn. Ici, en 1876, l'ouverture même de ces collines, leur absence de couvert, a façonné un désastre militaire. La défaite s'est jouée non pas sur un front unique, mais sur une multitude de positions éparpillées, chaque repli de terrain dictant une nouvelle phase de l'affrontement. Le résultat est aujourd'hui documenté par de simples marqueurs blancs, plantés là où les événements se sont produits. Mais au-delà de ces repères, la Terre elle-même, presque inchangée, conserve la mémoire brute de l'événement. Elle est le témoin silencieux. Plus loin encore, le relief se fracture. Le plateau est fendu par les parois vertigineuses des canyons de Big Horn. C'est une coupure nette dans le paysage, où l'élévation change avec une brutalité saisissante. La platitude cède la place à la verticalité. En haut, le sol reste ouvert, couvert d'une végétation éparse balayée par les vents. En bas,
Le mouvement est contraint, canalisé dans des corridors étroits sculptés par des millénaires d'érosion et par la simple force de la gravité. L'accès y est limité, presque défendu. La majeure partie de cette zone fonctionne sans route permanente ni structure, laissant d'immenses étendues à l'abri de toute perturbation. C'est ici, dans ce royaume de pierre et de vent, que survivent les Mustangs sauvages. Ils occupent les hauteurs, patrouillant les rebords du canyon. Ces chevaux sont les descendants des montures perdues ou relâchées au cours des 19e et 20e siècles. Au fil des générations, ils se sont fondus dans cet écosystème exigeant, formant de petites hardes familiales dont les déplacements sont dictés par la quête de l'eau et le rythme des saisons. Leurs racines ne sont pas fixes, mais leurs passages répétés dessinent de discrètes sentes à travers les étendues sauvages. Leur mouvement est une chorégraphie silencieuse. Les groupes voyagent de manière coordonnée, maintenant une distance de sécurité tout en se déplaçant avec une vitesse surprenante. À la moindre alerte, la quiétude se brise. En une fraction de seconde, le groupe explose en une course effrénée, traversant le terrain accidenté sans la moindre hésitation. Les empreintes, marques éphémères de leur passage, s'impriment un instant dans le sol avant que le vent ne les efface. Ces animaux ne s'attardent jamais longtemps. Toute observation directe est imprévisible, fugace. Aucune infrastructure n'est construite pour eux. La gestion se limite à surveiller la taille de la population, non à la contenir. Leur persistance ne doit rien à la main de l'homme, mais tout à l'inaccessibilité du terrain qui décourage une présence humaine continue. Ce qui demeure visible, c'est un paysage à l'état brut, un monde où chaque mouvement est une négociation directe avec la topographie. Des falaises qui définissent une ville, aux collines qui conservent le souvenir d'une bataille, jusqu'aux canyons qui offrent un sanctuaire à la vie sauvage, une seule vérité demeure. Ce n'est pas l'homme qui façonne durablement ce territoire, c'est le territoire qui, inlassablement, dicte les règles du mouvement, de la survie et de l'oubli. Sans balises ni frontières, les Mustangs évoluent dans l'immensité, épousant les contours du canyon plutôt que de le soumettre. Le Montana déploie son territoire sauvage bien au-delà des dernières routes tracées par l'homme. Les glaces se retirent, mais les rivières conservent leur lit ancestral. Les prairies portent le poids du vivant, sans laisser de traces inutiles. Des villes demeurent là où le travail les a autrefois exigées, vestiges de lieux qui s'éteignent sans jamais être reconstruits. La faune sauvage, elle, obéit à un calendrier qui ignore le nôtre. Rien ici ne demande à être compris. Le paysage révèle simplement ce qu'il peut soutenir et ce qu'il ne peut pas. Cette terre ne se transforme pas pour attirer le regard. Elle se transforme par nécessité et elle continue inlassablement.